Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum consacré au Togo, où l'opposition peine à accéder au pouvoir après près de 30 ans de lutte politique. Pourquoi elle n'y arrive pas? L'opposition togolaise a-t-elle les moyens de ses ambitions? Quelles conséquences pour l'avenir politique du Togo après le 20 décembre avec des législatives qui a introduit sur la scène politique de nouvelles têtes politiques? Quelles sont les conditions d'une alternance politique au Togo? Voilà les questions que nous allons aborder au cours de cette émission avec trois invités dont je vous présente deux qui nous ont rejoints à ce moment. D'abord le professeur Roger Daniel. Professeur, bonjour. Bonjour Roger. Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue, sociologue politique, oui. Enseignant-chercheur à l'Université de Lomé, professeur titulaire d'ailleurs. Tout à fait. C'est un honneur de vous avoir. Mais c'est nous qui vous remercions. En face de vous, notre professeur, Michel Lovi-Agoyakwe. Professeur, bonjour. Bonjour. Professeur d'histoire, mais vous ne nous racontez pas des histoires. Vous avez l'habitude de dire. Je suis professeur d'histoire contemporaine, professeur titulaire comme politique aussi, parce que vous êtes, est-ce qu'il faut le dire, de la Convergence démocratique des peuples africains, CDPA. Bien sûr, je suis membre, mais je crois que je suis là au titre donc de professeur. Nous serons rejoints dans un instant par Dr Foli Gadaikwe, qui est politologue, historien aussi. Pour commencer, je voudrais savoir si à votre niveau, est-ce que c'est préoccupant de ne pas accéder au pouvoir après 30 ans de lutte? Est-ce que c'est long ou simplement c'est dans l'ordre normal des choses, professeur Goyakwe? Je crois que c'est une question qui ne mérite pas d'être posée en soi, parce que le pouvoir reste une conquête par rapport au programme d'action que les uns et les autres ont, mais le pouvoir reste également dans certains de nos pays une question de force et d'équilibre. Et si l'opposition n'arrive pas au pouvoir, c'est parce que ceux qui sont en face ont peut-être un programme qui plaît, ou peut-être que la situation donc n'est pas suffisamment équitable et transparente pour permettre aux populations de juger de la nature des programmes, des projets de société que les uns et les autres proposent. C'est évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas dire que les Togolais sont heureux d'être gouvernés comme ils l'ont été et qu'ils le sont encore aujourd'hui, 30 ans après donc, les événements du 5 octobre 90. Eh bien, la question mérite d'être posée peut-être parce que autour du Togo, ça a bougé plusieurs fois au Bénin, au Ghana, dans pratiquement tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont connu l'alternance plusieurs fois. C'est dire que la question mérite d'être posée dans le contexte togolais. Si on la pose, ça veut dire qu'il faut faire une analyse de la situation pour voir à qui revient la force. Parce que ceux qui ont le pouvoir, tous ceux qui ont le pouvoir ne veulent pas lâcher en tant que tel. Ceux qui peuvent les enlever... Mais est-ce qu'on lâche le pouvoir? On lâche le pouvoir quand on considère que le peuple ne vous accepte plus. On dit voilà, mon programme n'a pas été accepté par le peuple et par conséquent, eh bien, j'arrête, je laisse la place à l'alternance. Mais quand les conditions ne sont pas remplies et que le pouvoir est soutenu par la maîtrise de la force brute, la violence, évidemment, on n'écoute pas le discours du peuple, on n'écoute pas les signes que montre le peuple. Je crois que c'est le cas dans lequel le Togo, où nous avions connu depuis donc le 19 août, je crois, d'il y a 2017, des mouvements de masse importants dans notre pays qu'on a connus. Et ça veut dire que le peuple, à un moment donné, a manifesté. Mais la force brute que maîtrise l'État et le pouvoir en place n'a pas permis que l'alternance soit effective. Parce que là, vous parlez donc du 20 décembre. Tout le monde a compris ce qui s'est passé le 20 décembre. Comment ces élections législatives qui doivent permettre de passer la main ont été faites. Et n'oubliez pas non plus 2005, quand le chef de l'État est décédé, qu'est-ce qui s'est passé? Comment la force brute a joué pour maintenir le pouvoir en place? Donc la question, si je dis qu'elle ne mérite pas d'être posée, ça veut dire que si on connaît l'histoire récente de ce pays, on comprendra que l'alternance n'est pas possible parce que d'un côté, il y a une force brute qui soutient un système et ce système n'est pas prêt donc de céder face à la pression de la rue, face à la volonté du peuple pour un changement. On verra tout à l'heure à travers les analyses, les différents facteurs.
Professeur Daniel, 30 ans, est-ce que c'est suffisant pour accéder au pouvoir pour l'opposition togolaise? Cette première question, je n'ai pas envie de dire qu'elle est tendancieuse, mais cela dépend aussi du bord duquel on reprend. Parce que 30 ans de lutte pour accéder au pouvoir, est-ce que c'est préoccupant? Préoccupant pour qui? Pour ceux qui sont en lutte ou ceux qui préservent le pouvoir. Le pouvoir, c'est une question de conquête et de conservation. Je voudrais ajouter à mon collègue qu'il n'y a pas que la conquête, il y a aussi la conservation du pouvoir. Et un pouvoir qui ne résiste pas n'est pas un pouvoir. C'est le jeu des deux actions, la conquête, la conservation. Alors, si on se situe du côté de la quête du pouvoir, oui, c'est préoccupant. Mais pour ceux qui sont du côté de la conservation du pouvoir, ce n'est pas préoccupant puisque les autres ne sont pas en mesure donc, de les avancer. Du côté donc de la conquête du pouvoir, c'est préoccupant parce qu'après 30 ans, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Et je crois qu'ils doivent être capables, comme l'a dit mon collègue, d'une analyse de la situation un peu plus rationnelle et d'une remise en cause de soi pour se dire mais pourquoi on n'y arrive pas? Je crois que cette question n'est pas encore posée dans l'opposition togolaise. Pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi on échoue? Quand on essaie, on n'y arrive pas, on n'aboutit pas. Vous avez dit qu'il y a, dans le déroulement de cette émission, on viendra disséquer pour comprendre les enjeux. Parce que si il s'agit de la conquête du pouvoir, il y a les moyens de conquête du pouvoir. Donc pour vous, c'est normal que ceux qui ont le pouvoir cherchent à le conserver. Un pouvoir qui ne résiste pas n'est pas un pouvoir. Mais le professeur semble dire que... Non, la logique du pouvoir, c'est ça. Ils sont là qui le tiennent trop solidement. Non, mais vous avez jamais vu quelqu'un qui vous dit, bon, écoutez, j'ai un essai, venez prendre. Non. C'est normal que C'est ceux ça. qui ont le pouvoir résistent. Ils résistent. Mais face à cette résistance, s'il y a une résistance du peuple, une expression du peuple, donc dans un système démocratique, on doit pouvoir comprendre, on doit pouvoir non pas céder, mais faire la place parce que à un moment donné, on sent que on n'a plus... Parce qu'au fait, le pouvoir vient du peuple, émane du peuple dans un système démocratique. Nous disons que nous sommes dans un système démocratique. Le pouvoir émane du peuple. Si le peuple s'exprime à un moment donné, qu'on arrive à l'écouter. Mais et si on cette écoute expression est mesurée? Si on écoute, Voilà. c'est pas les votes. Un vote transparent. Notre système démocratique, c'est les élections qui constituent donc un mode transparent. Mais les élections fondées sur des programmes de société, fondées sur un bilan à un moment donné. Si le bilan n'est pas forcément positif, évidemment, le peuple vous laisse, le peuple vous lâche. Mais si on va aux élections qui constituent le mode par excellence donc de changement et que les dés sont pipés à l'avance, ça veut dire qu'il y a une force qui manipule derrière, qui ne veut pas céder, qui ne veut pas comprendre le langage. Parce Donc pour vous, l'opposition est plutôt trichée. L'opposition est trichée. Le langage que comprend l'opposition et le langage que parle, parce que tout discours dépend de là où on parle. Donc le lieu de discours est important. Alors, vous vous situez alors du côté de la conquête ou de la conservation du pouvoir? Aujourd'hui, moi, tout en étant chercheur, voilà. analyste, en analysant la situation togolaise, je pense qu'il y a longtemps que le peuple a dit non à ceux qui ont le pouvoir. Mais qui vous appelez le peuple? C'est ça, moi je suis un peu peuple. Je suis un peu confus quand on me parle du peuple parce qu'il y a 2-3 individus qui sont dans la rue. Vous voyez l'expression populaire, regardez ce qui se passe en Algérie. Là où nous avons 1 million de citoyens qui sont dans la rue, 500 000 citoyens qui sont dans la rue, ça c'est fort. Mais vous voyez, même l'expression, elle est pacifique. Vous avez parlé de force brutale. La force brutale ne répond qu'à la brutalité. Vous avez vu ce qui se passe en France en ce moment, avec les gilets jaunes. Qu'est-ce que le président Macron, qu'est-ce que le gouvernement vient de faire? D'interdire. Qu'est-ce que le gouverneur militaire de Paris a dit? Je ferai usage du feu. Ça, c'est une démocratie, une vieille démocratie, la France. Ça veut dire qu'il y a la réponse à l'action. Si, dans la conquête, dans la phase de conquête, vous usez des méthodes pacifiques, il y a la réponse aussi. C'est le cas de l'Algérie. Parce que cette marée humaine
dans les rues, c'est sans violence, c'est sans destruction des biens publics. Naturellement, le pouvoir n'a pas. En fait, le pouvoir aurait voulu qu'il y ait violence, qu'il puisse agir violemment. Chers collègues, Ce que les Algériens ont compris, les mouvements qui ont eu au Togo n'ont pas été... ils ont été souvent violents. Ils ont été souvent violents. C'est ce que je dis. Et donc, vous n'avez pas une bonne observation. Vous avez parlé du 19 août. J'ai vécu le 19 août. Peut-être que vous ne l'avez pas vécu. Moi, je l'ai vécu. J'ai reçu aussi les gaz lacrymogènes dans ma maison. Eh bien, Attendez, pourquoi il y avait les gaz lacrymogènes lacrymogènes dans la maison? Parce qu'il y a destruction devant moi. Je dis que j'ai vécu. En tout cas, moi, je n'ai pas été acteur, mais j'ai été victime du 19 août. Ceux qui ont fait la violence... Mais moi, Et quand on parle de violence... clarification. Et quand on parle de violence... Les manifestations de rue peuvent... dégénérer. Non. Est-ce qu'elles peuvent être considérées comme une expression populaire mesurable? Je crois bien. Et quand mon collègue dit que ce qui se passe en Algérie... Algérie... mesure. Oui, la mesure, c'est la massification. Le nombre qui fait la mesure. Ouais. Mais si il dit que ce qui se passe en Algérie, on ne peut pas comparer à ce qui s'est passé au Togo. Non. À toute mesure égale, nous sommes 7 millions. Si on a eu 1 million, et que la manifestation a eu lieu dans tout le pays, et qu'à un moment donné, certaines villes sont assiégées, qu'on me dise qu'il n'y a pas de mouvement massif, alors là, je ne sais pas. Je voudrais remettre les choses à leur place parce que si vous prenez tous les mouvements de rue au Togo, sont émaillés de violence, de destruction de biens publics, d'agression sur les personnes physiques. On ne peut pas lier ça dans le cas togolais. Voilà déjà un objet d'échec. Parce que quand vous sortez dans la rue, que vous agressez d'autres communautés, que vous insultez les gens, vous mettez tout le monde dans le même paquet, vous n'avez pas l'adhésion populaire. Non, ça, je ne le crois pas. Ah oui, c'est normal. Non, je dis ce n'est pas que ça. Mais c'est un élément justificateur de l'échec. De la violence utilisée par les militaires. La violence populaire. La violence populaire, donc l'État a répondu par la violence... le gouvernement a la force régalienne. Parce que pendant que vous manifestez, les autres aussi peuvent vaquer librement leurs occupations. Tout le monde n'est pas obligé de descendre dans la rue. À Lomé ici, n'ont pas été des manifestations violentes. À Lomé ou à l'intérieur n'ont pas été des manifestations violentes. Vous vous rappelez ce qui s'est passé à Mango, vous vous rappelez ce qui s'est passé à Sokodé? La violence. Vous vous rappelez ce qui s'est passé à Bafilo? Mais vous avez eu ça à Lomé? Vous ne pouvez pas dire que ce sont les manifestants qui ont commencé avec la violence. Quand, par préméditation, on met à tous les carrefours, non pas des forces de l'ordre, mais des militaires, ça veut dire que... À Paris, ils ont utilisé les militaires. Là, c'est récent. C'est récent. Mais oui. Mais ne comparez pas non plus la France à une grande démocratie. Parce qu'on sait ce qui s'est passé en France et ce qui se passe. C'est vous qui le dites. Hein. Je ne vous le concède pas si vous dites que la France n'est pas une démocratie. Je ne vous le concède pas. La France, pays des droits de l'homme, la France, pays de la démocratie, je crois que... Les États-Unis, vieille démocratie également. Tout à fait. On fait usage des forces militaires. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand les forces de l'ordre n'arrivent plus à contenir... Tout le système est à revoir. Ce que nous appelons démocratie, dominée par l'impérialisme et les intérêts internationaux financiers. Est-ce que c'est au Togo seulement qu'il y a le point de l'impérialisme et de l'exploitation capitaliste? Est-ce qu'au Bénin, chers collègues, et au Ghana, il n'y a pas d'impérialisme là-bas, il n'y a pas de capitalisme là-bas? Il y en a, pourtant, mais il y a eu ils ont été des peuples civilisés. Il y a des gens qui sont au pouvoir, qui ont compris. Merci. Ils ont été des peuples civilisés. Ça veut dire que nous n'avons pas encore un peuple civilisé. On n'a pas un peuple civilisé. C'est vous qui le dites. On n'a pas un peuple civilisé. Mais c'est vous qui dites que là-bas, ils ont un peuple civilisé. Oui, il y a problème. Et c'est ça, il y a problème. Problème parce que dans l'éducation des populations, exactement, dans les exactions... Qui éduque les populations? Les partis politiques aussi sont des instants de socialisation, je suis désolé. Et je crois bien qu'ils le font. Les échanges sont intéressants. Ça se laisse débattre. Mais je ne crois pas. Pour l'instant, les études que nous avons faites ne nous disent pas ça. Donc, pour vous, si l'opposition n'a pas réussi à accéder au pouvoir aujourd'hui, c'est simplement la faute aux autres? Certes, on peut dire que les raisons sont partagées. Alors, pourquoi elle n'y arrive pas, l'opposition togolaise? Il y a un problème d'organisation, ça c'est clair. Il y a un problème également... Qu'est-ce que vous appelez problème d'organisation? Il y a un problème lié à notre histoire. Vous savez, la bipolarisation de la vie politique au Togo remonte jusqu'à la colonisation.
Et cette bipolarisation a été à un moment donné ethnique, mais aussi une bipolarisation manipulée. Et nous avions vu à travers cette histoire comment certains groupes sont considérés comme proches donc, du capital, de la métropole, d'autres considérés comme nationalistes, etc. Cette bipolarisation, on n'a pas arrêté et on continue de la manipuler. Et c'est cette manipulation qui fait que notre opposition reste manipulée. Et parfois même, quand on parle d'opposition... Elle est manipulée par qui? Par ceux qui veulent tiennent mordicus à garder le pouvoir. Ceux qui tiennent mordicus à garder le pouvoir manipulent progressivement. Et dans cette opposition, on a vu comment des gens changent de veste à tout moment parce qu'on les a suffisamment paupérisés et ils sont capables de passer d'un rang à l'autre. Les leaders politiques sont donc des pauvres. C'est parce qu'ils sont des pauvres qui peuvent se livrer à la transhumance. Non seulement ils sont pauvres, mais il manque d'éducation politique suffisante. Merci. Prenons les causes une à une. Vous avez interrogé l'histoire. Donc pour vous, la bipolarisation de la classe politique depuis les années d'indépendance, cette bipolarisation affaiblit l'opposition selon vous aujourd'hui? Tout à fait. En quoi? Tout à fait. Aujourd'hui, on a besoin donc d'une recomposition politique. Et je crois que nous sommes dans la situation... En quoi cette histoire-là est affaiblissante pour l'opposition? Avant d'arriver à l'indépendance, nous avons ceux-là qu'on appelle nationalistes. Aujourd'hui... C'est eux plutôt qui avaient le vent en poupe, les nationalistes, qui ont remporté les élections. Ils ont remporté les élections, mais ils n'ont eu à exercer le pouvoir que deux ans, parce que la troisième année, eh bien... Ils étaient majoritaires à l'époque. Ils étaient majoritaires, mais la troisième année, la force brute dont je parle, manipulée ou renforcée par la métropole d'hier, a permis donc un renversement de situation. Et depuis là, on n'est plus en démocratie. Non, je veux comprendre en quoi cette bipolarisation, cette histoire que vous évoquez, affaiblit l'opposition aujourd'hui. Cette opposition, qui la soutient, elle s'arrange pour s'organiser, mais avec quels moyens? Est-ce que les membres de ces partis de l'opposition, ils sont combien? Est-ce qu'ils cotisent? Or, ceux qui ont le pouvoir utilisent les capacités de l'État pour mobiliser. N'oubliez pas, il ne faut pas oublier que le parti unique, tel que cela a fonctionné, a embrigadé tout le monde et que jusqu'à ce jour, le parti unique continue d'avoir l'appareil d'État et tous les moyens de l'État. Professeur Dayou, est-ce que vous êtes convaincu par les faiblesses de l'opposition expliquées par l'histoire? Non, je ne crois pas qu'on me parle de la bipolarité. Je crois que ça existe partout, dans tous les pays. Nulle part vous ne trouverez une classe politique unilinéaire. Il y a toujours deux tendances. Pas manipulé autant que je dis, il y a toujours deux tendances. Vous me dites de ne pas citer le cas de la France. Même là, il y a bipolarité. Pas exactement. Et vous avez ceux qui sont aujourd'hui dans la rue qui vous disent qu'ils sont l'expression de la pauvreté et que Macron, c'est l'expression de la richesse, du capital. C'est ça la bipolarité. Est-ce qu'elle est idéologique au Togo? Elle est idéologique ou sociologique? Elle est sociologique. Je viens. Mais elle est aussi ethnique. C'est ce que j'appelle sociologique. Parce qu'elle n'est pas idéologique. Justement, le fond politique togolais n'est pas idéologique. Bipolarisation ethnique avec 43 ethnies. C'est ce que je veux savoir. Mais oui, on y arrive. D'ailleurs, je n'ose pas dire le mot, mais je crois qu'il y a, au fond, au Togo ici, une recolonisation interne qui se passe. Parce qu'à un moment donné, ce qui a été créé par la colonisation, on a dit, vous êtes dominés par ceux-ci, quand nous allons partir, c'est eux qui vont vous dominer, et par conséquent, très vite, on a essayé donc de nous opposer les uns les autres. Et le problème aujourd'hui important de la maîtrise de la force brute par l'armée est essentiellement créé depuis cette période-là. Que vous le voulez ou non, notre armée est ethnique et reste ethnique. Les généraux qui sont dans cette armée, les officiers qui sont là, restent donc des officiers qui travaillent pour des intérêts personnels, mais également pour l'intérêt d'un groupe donné, un groupe ethnique. Qu'on le veuille ou non, la situation, on l'a pas dépassé. L'armée travaille pour l'État. Est-ce que ce n'est pas son rôle? Mais il ne travaille pas pour l'État, malheureusement. Oui, mais parce que l'État, c'est nous tous. Je voudrais remettre les choses à leur place. Je crois qu'on a eu déjà, par le passé, à parler de cette question d'une armée ethnique au Togo, au service d'une ethnie. Une armée ethnique au service d'une ethnie. Ce débat, je crois, c'est un débat de rue. Un débat? C'est un débat de rue.
Non. Pourquoi? Parce que vous êtes historien, mais cherchez bien dans les archives de la Première République. Sous Sylvanus Olympio, l'armée était déjà ethnique. C'est-à-dire de la même composition. Même Sylvanus Olympio, l'armée était ethnique. Ce n'est pas Sylvanus Olympio qui a fait l'armée. Il n'y avait pas d'armée, il y avait la gendarmerie. Mais qui était là? Alors moi, je vous ai dit, je viens. Quand on a fait les premières... Vous permettez? Bon, allez-y, je vous reviens. Je veux vous éclairer un peu. En 1961, celui qui a demandé le retour des éléments togolais dans l'armée française, c'est Sylvanus Olympio. De l'armée française, vous voulez dire? Pour constituer le bastion de ce qu'on appelle l'armée. J'ai entendu dire par-ci par-là qu'il était antimilitariste, ce qui est faux. Je veux vous dire ceci aujourd'hui. Mon propre père a été militaire de l'armée française, ramené par Sylvanus Olympio en 1961 au Togo. Et alors? Je veux vous dire ceci. Et donc, ce n'est pas à la suite. Il y a des gens qui ont ethnisé, entre griffes, l'armée togolaise. Elle était déjà d'une certaine coloration ethnique. Pourquoi? Parce que sociologiquement, ce métier n'avait pas de valeur. On se disait non, que c'est des bouviers, c'est les gens ruraux, ils n'ont qu'à les donner la force brute, etc., parce que ce n'était pas un métier valorisant. Tout à fait. Donc il y a un fond sociologique là-dedans. Oui, vous le concédez? Je vous le concède. Est-ce que c'était donc votre argument tombe à l'eau? Non. Mais oui. Non. Je vous le concède. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Ensuite, j'ai retrouvé dans les archives, pendant que je faisais ma thèse de doctorat, des archives, que pendant la colonisation, on a essayé des éléments de toutes les ethnies. Ça, c'est pendant la colonisation allemande d'abord, ensuite française. Enfin bon, la France n'a pas été une métropole coloniale, mais pendant le mandat, la France a voulu continuer. On a pris des éléments qui n'ont pas pu tenir. Et c'est en ce moment seulement que les colonisateurs sont allés chercher les Haoussa du Nigeria pour faire l'embryon de la police. La police est trouvée. Je vous le conseille. Vous connaissez tout ça. Si vous finissez, ce n'est qu'après, qu'au fur et à mesure qu'ils ont essayé des éléments togolais, ils ont trouvé que là où ils ont résisté, les gens ont résisté, ils ont puisé les éléments là-bas. Ce n'est pas un cas togolais. Au Bénin, ça a été la même chose. Au Burkina, ça a été la même chose. En Syrie, où le colonisateur a trouvé résistance, il a puisé ces éléments de force dans ces populations. Mais avant de vous retourner la parole, nous sommes rejoints par Dr Folly Ekwe. Bienvenue, docteur. Merci, bonjour. Bonjour, vous êtes politologue historien, enseignant-chercheur aussi à l'Université de Lomé. Donc l'université nous a fourni une belle crème aujourd'hui d'enseignant-chercheur. Votre avis sur le sujet, 30 ans de lutte politique pour l'opposition togolaise, est-ce que c'est décevant? Est-ce que ça ne vous inquiète pas outre mesure? Oui, si vous permettez, je voudrais revenir rapidement sur la fin de la discussion qu'il y a eu, notamment sur la mise en place de l'armée togolaise. Le professeur Danioué parlait tout de suite de la requête de Sylvanus Olympio en faveur du retour des forces togolaises qui étaient dans l'armée française. Est-ce que c'est vrai? Parce qu'on a toujours eu le contraire. Parce que on nous avait dit qu'il s'opposait au retour de ces éléments et c'est ce qui avait causé le grabuge. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. En 1960, les Français auraient dû faire le transfert de la défense, des affaires étrangères, de la justice et de la question économique monétaire. Les discussions ont traîné et en 60, le 27 avril 60, l'armée n'a pas été transférée. L'armée n'a pas été, puisque les Français avaient les éléments, c'est eux qui gardaient le pays et qui s'occupaient de la sécurité de par l'accord de tutelle. Comme le transfert n'a pas été fait en mai 60, il y a eu un accord épistolaire dont nous avons la copie entre le Togo et la France. Et c'est cet accord qui définit le chronogramme du transfert de la défense. Ce transfert devait finir en fin novembre 1961. Donc c'est l'opération de transfert de la défense. Vous savez qu'ils n'ont pas transféré les services secrets extérieurs.
Et ça fait partie des questions historiographiques qu'on se pose. Bon, c'est une autre parenthèse. C'est pour cela qu'il dit que c'est Sylvanus Olympio qui a demandé. Mais ce n'est pas une requête extraordinaire en dehors de la question de la formation de l'armée. Par contre, ceux qu'on appelait les demi-soldes et qui sont venus après, c'est encore une autre affaire qui a commencé après le 1er décembre. Tout à fait. Après que les cérémonies de transfert de l'armée ont eu lieu, cette question a commencé. Et vous trouvez ça dans les lettres de l'ambassadeur français. Bon, c'est une question très passionnante. Mais sur le problème de l'opposition togolaise est à revoir complètement. Ça, on va en parler. Mais... Moi, je vais être direct. Et lorsque vous avez un adversaire que vous combattez, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, vous changez vos hommes, vous changez vos trucs. Tout le temps, vous dites, vous n'arrivez jamais à le battre. C'est que vous n'avez pas le niveau. Il faut que l'opposition fasse l'audit de ces 30 ans de lutte démocratique. Est-ce que l'opposition a compris? Est-ce que l'opposition tient compte des pesanteurs politiques, sociologiques, historiques de ce pays? Est-ce que l'opposition a le bon discours? Est-ce que le discours de l'opposition, est-ce qu'il correspond au cas togolais? Le discours de l'exclusivisme, de la menace de la vengeance. Est-ce qu'il correspond au cas togolais? Nous avons l'habitude d'en discuter avec le président Gilles Christ, qui, si vous me permettez, il dit souvent, nous avons un certain âge. On a fait tout ce qu'on a pu faire au Togo. Vous savez bien que dans ce pays, un avion a débarqué avec des armes, des munitions pour combattre. Un avion ça... Bien sûr, à l'aéroport de Lomé. Ouais. Vous savez bien comment, quand il quittait Londres pour Accra, les services de renseignement se mettaient en rangée pour combattre. Et quelquefois, c'est-à-dire c'était la période 1977 de la guerre. Et lorsque l'accord a été signé, plusieurs généraux de l'armée togolaise, nonobstant le fait d'avoir vu l'accord, ils se sont dit, mais est-ce que vous êtes sûr que lui l'a signé? Est-ce que vous êtes sûr que celui-ci a laissé les armes? Donc, on a tenté les armes, on a tenté les accords, les négociations, Paris, Washington, Colmar, partout. Donc, lui-même, celui dont je parle, a gagné les élections en 1998. Il n'a pas pu gouverner. Mais officiellement, c'est général. Et il y a des gens qui ont gagné. Moi, je vous le dis, maintenant, et à charge à vous d'aller vérifier. C'est de l'aveu des plus grandes autorités de notre pays. Ce n'est pas un secret, ce n'est plus un secret. Mais le problème, ce n'est pas les élections. Est-ce que l'opposition a un discours conciliant? Est-ce que l'opposition va garantir la tranquillité à tous les Togolais? Vu qu'il y a un passif négatif, celui qui va venir après doit assumer ce passif, même si ça fait mal. Même si ça fait mal, oui. Doit avoir des prédispositions de pardon et un discours rassurant, une passation de pouvoir dans la coopération et dans la collaboration, la compréhension mutuelle. L'armée, quoi qu'on dise. Oui, je voudrais même vous relancer l'armée, parce que le discours, là, on l'entend souvent. Est-ce que ce discours de l'armée qui est au service d'une ethnie, qui est issu d'une ethnie, est-ce que ça favorise l'accession de l'opposition au pouvoir? Parce que moi, j'ai l'impression que l'opposition aura besoin de cette armée aussi, quoi qu'elle fasse. Ça ne favorise pas et ça braque même l'armée. Vous savez, l'armée doit être au service du gouvernement, du chef de l'État. Il est le chef supérieur des armées. Ce n'est pas de la blague. Que l'armée soit constituée d'ethnie méridionale ou d'ethnie centrale ou d'ethnie septentrionale, l'armée doit allégeance à l'autorité qui est reconnue au plan interne et international. C'est la stabilité de l'État moderne. Mais est-ce qu'elle les histoires de partis politiques, écoutez, les histoires de partis politiques, ce sont des histoires d'une autre dimension. Il faut une armée loyale à l'autorité, à la bourgeoisie civile qui est au pouvoir. C'est ainsi partout. Vous imaginez un peu qu'il y ait désolidarisation entre l'armée, le chef d'état-major et le chef d'État. Alors le principe weberien du monopole de la violence légitime tombe et l'État n'existe plus, ça devient l'État failli. Donc il faut avoir un autre discours sur l'armée. Nous, dernièrement, nous avons eu à collaborer avec certains hauts officiers de l'armée. Je vous assure, ça fait vendredi passé, un des colonels très respecté de l'armée togolaise
est venu, il est intervenu au campus. Les étudiants étaient ébahis de voir un officier supérieur leur parler de mission de maintien de la paix, de théorie des relations internationales. Donc, ce n'est plus une armée de 1960. Non. C'est une armée qui est aujourd'hui très moderne et qui est capable de comprendre les questions critiques de la politique togolaise. Moi, je crois que l'important, l'armée, c'est une force qui est à disposition. Il faut savoir orienter cette force. Cette force peut se retourner contre vous. Elle peut vous être une alliée. Donc, le problème de l'armée ne se pose pas. Le problème, c'est le discours politique qui va stabiliser le pays et qui va permettre à l'armée, écoutez, ceux-ci, ils ont un discours qui est cohérent. Nous allons les accompagner. Ils représentent une alternative pour l'actuel pouvoir. Et c'est ainsi que de fil en aiguille, on réussira à passer, à avoir l'alternance. On ne parlera même plus d'opposition. Cette opposition qui est insurrectionnelle, qui parle de la violence, elle est délétère pour la stabilité du pays. Professeur Kouakoué, on semble dire que votre discours braque. Votre discours est stigmatisant. Votre discours, votre dont vous parlez? L'opposition. Donc vous me mettez là dans l'opposition. C'est voilà le vrai discours qui braque. Mais vous êtes dans la C14. Moi, individu, je suis dans la C14. Non, vous êtes... votre je ne suis pas tout ici de même. en tant qu'opposition. Je suis ici en tant que professeur comme tout autre. Mais malheureusement, le vrai discours qui est là, celui qui veut dire la vérité, qui voit les choses, qui fait l'analyse, automatiquement, il a l'étiquette. On dit, il y a l'opposition. J'ai des collègues, autorités qui me traitent d'opposant. C'est de l'opprobre d'avoir une idée contraire au pouvoir établi. C'est ça le vrai problème. Si vous êtes opposant, il faut qu'on le dise. Non, c'est le vrai problème. Il faut d'abord l'assumer aussi, non? Quand on dit ceux qui sont opposants, c'est ceux-là qui ne veulent pas que ça tourne en rond. Non, c'est ceux-là qui ne respectent pas ceci. C'est le discours. Oui, au point ça... que ce que nous avons, la question qui a été posée pour ce débat, déjà, je dis, elle est pernicieuse, au sens où on dit pourquoi l'opposition ne réussit pas. Oui. Ce n'est pas une question d'opposition qui réussit. Est-ce qu'elle devait réussir? Est-ce que c'est une obligation qu'elle réussisse? C'est le discours, donc, l'opposition à un moment donné incarne une volonté du peuple qui veut un changement. Tout individu peut, à un moment donné, dire je veux le changement, tout en n'étant pas un politique. Dans ces conditions, on ne peut pas dire que forcément, c'est la faute aux opposants, c'est ceci, c'est ça. C'est ça aussi, donc, ce qui braque les gens. On dit l'opposant, donc on dit c'est tel qui est opposant. Personne n'est né opposant. C'est au regard donc de l'analyse sociopolitique du pays qu'on estime que la gouvernance telle qu'on l'a aujourd'hui pose problème aux citoyens, que les citoyens n'arrivent pas à retrouver les conditions du bonheur et par conséquent, les politiques, on exprime un désaveu. Et ce désaveu a été exprimé plusieurs fois. Êtes-vous opposant ou adjuvant? Moi, je suis un citoyen. Un citoyen qui réfléchit, qui analyse, et à des moments donnés, selon les intérêts, je milite dans un camp pour un changement. Voilà le cas. Oui. Aujourd'hui, je suis certes membre donc, de la CDPA, mais je suis également, à un moment donné, membre donc, des forces vives de la nation qui cherchent un changement. Et dernièrement, nous avons fait un forum pour dire comment converger les forces pour arriver à un changement. Mais cela dit, répondez à la question sur le discours. Est-ce que le discours de l'opposition est clivant? Quel discours? Tout à l'heure, en écoutant le docteur Ekoué, je le vois bien venir, mais il y a quelque chose qu'il n'a pas dit. Ce qu'il n'a pas dit, à un moment donné, Gilles-Christ Olympio a dit, d'accord, la conciliation, on y va, il est parti au gouvernement. Donc la ruse et tout le système font que tout le sacrifice qu'il a fait en partant dans cet accord, on a vu les résultats, on ne les a pas obtenus. Donc ce qui veut dire qu'au fond, le vrai problème du Togo reste celui qui a le pouvoir, qui veut conserver, parce qu'il y a des avantages, il y a des mais celui qui veut le conquérir aussi, c'est parce qu'il sait qu'il y a les avantages. Oui, il sait qu'il y a les avantages. Mais il faudrait qu'il soit à l'épreuve pour qu'on voit s'il pense à l'intérêt général. Parce que là, c'est la question de l'intérêt général qui se pose. Oui, professeur Daniel. Je vais retenir de mon collègue deux choses essentielles. Il a dit que l'une des faiblesses de l'opposition, c'est qu'elle n'est pas organisée. Un. Il a dit également que l'une des faiblesses de l'opposition, c'est qu'elle n'est pas éduquée. Oui, je suis d'accord. Je retiens les deux choses essentiellement pour comprendre pourquoi l'opposition n'arrive pas à l'alternance. Quand vous êtes mal organisé, ça veut dire quoi? Avec que vous n'avez pas d'objectif clair. Inconstance dans le discours, dans les objectifs.
mal structuration même de vos stratégies, de votre mal structuration de la formation, ou bien des concurrents, je veux dire. C'est-à-dire que ce soit la coalition, que ce soit le forum de ceci ou le code, le fort, tout cela manque de structuration parce que les objectifs ne sont pas clairs. Tantôt on veut ceci, tantôt on veut cela. Comme je suis avec les historiens, je repars un peu. Je vous écoute. Je viens. Je vous écoute. Bien, je vais vous répondre. 1991, la conférence nationale a organisé sur la base de l'accord cadre du 12 juin 1991, qui devait donc élaborer un cadre d'une transition vers la 4e République. C'est ça l'objectif de la conférence. À peine on ouvre la conférence, on dit non, on change d'objectif. Procès. Il faut d'abord démettre Yadema, le président de la République, casser toutes les structures de l'État et juger Yadema. Nous avons vu les conséquences d'une telle posture. Échec de la conférence, échec de la transition, une transition mouvementée, très agitée. Pourquoi? Parce que les gens usent du radicalisme comme stratégie politique. Les gens usent de l'extrémisme comme stratégie politique. Ça marche pas. Parce que ceux qui sont de l'autre côté aussi, c'est des citoyens togolais. C'est-à-dire ceux qui sont avec les tenants du pouvoir, c'est des citoyens togolais. Quand vous parlez du peuple, c'est comme si les autres qui sont au pouvoir et leur soutien dans la masse ne sont pas des citoyens, ne font pas partie du peuple. Voilà déjà de ce genre de discours radicaliste. C'est nous le peuple, les autres ne sont pas le peuple. Non, moi j'ai jamais dit ça. C'est cela. Moi j'ai jamais dit ça. Deuxième chose, vous dites que l'éducation politique est aussi un déficit dans la classe politique de l'opposition. Et effectivement, toutes les études que nous avons pu faire témoignent effectivement qu'il manque de socialisation, d'éducation politique au sein même des partis politiques. Tous les partis politiques. À qui la faute? Aux leaders politiques, d'abord. Parce que la Constitution togolaise vous donne force aux partis politiques d'éduquer, de former les citoyens. C'est une clause constitutionnelle. Mais tout ce que l'opposition sait faire, c'est les joutes politiques, les joutes électorales. C'est fini. Mais la formation, elle n'existe pas. Voilà quand les citoyens savent. Le discours qu'on tient aux militants avant une marche, on a la conclusion tout de suite sur le terrain. Parce qu'on dit, l'autre c'est un ennemi à abattre et non pas un adversaire qu'il faut convaincre. Vous voyez, le discours c'est différent. Et dès qu'on sort, on est braqué sur une ethnie, on est braqué sur des militants d'un parti, on est braqué sur les autorités, on est braqué sur l'État. Mais quand vous venez là, vous allez faire table rase de tout ce qui existait? Je crois que non. C'est pour ça, mon collègue dit que le discours qu'on débite n'est pas un discours conciliateur, n'est pas un discours rassurant. Oui, parce que j'ai pris le cas du 19 août. Vous savez ce qui s'est passé le 19 août, chers collègues? À Sokolé ou à Lomé? Ici, à Lomé. Oui, alors j'habite juste à côté ici au Carrefour Boudjouna, qu'on appelle. C'était le point d'ordre, le Carrefour Boudjouna. Moi, j'ai pu abriter des gens. Je le dis que le ministre de la Sécurité m'en excuse. Il y avait des jeunes, il y avait des enfants, même de 12 ans, 13 ans, qui étaient dans la foule. J'ai ouvert, pendant que les autres fermaient leurs portes, mes voisins fermaient les portes, moi j'ai ouvert la porte pour recevoir certaines personnes. 7 personnes, dont un garçon qui est allé se coucher sous ma voiture. Je l'ai sorti, je l'ai mis au garage. Qui il craignait? Je dis que ils sont les gens dans la débandade. Dans la débandade, moi j'ai ouvert ma porte. Laissez-moi terminer. J'ai ouvert ma porte. Vous savez ce qui s'est passé à la fin? Quand je me suis assuré que la police était partie, j'ai dit, vous pouvez sortir, partir. Je pensais avoir protégé quand même humainement des gens. Vous avez très bien fait, mais j'ai fini, j'ai pas fini. Je vais finir. Et je vais vous édifier. La femme qui était dedans, quand elle sort, dit, elle veut aller aux toilettes. Ma femme lui montre les toilettes. Elle sort en train d'attacher son pagne de cambrement CJOAG. Qu'est-ce que ça veut dire? Les cabiers sont des CJ. Et ma femme me dit, mais madame, c'est comme ça, vous nous remerciez? Vous savez dans quelle maison vous êtes ici? Moi, je suis cabier,
Je vous ai abrité, vous sortez, vous me dites, c'est Tchadien Wagé. C'est encore tout collé, ça. Vous croyez que je peux croire encore à ces gens-là, à leur discours pacificateur, à leur discours nationaliste, patriotique, etc. Non. Ça veut dire que vous êtes sortis contre une ethnie. Moi, je fais partie. Prochainement, je vais encore vous abriter? Non. Je vais croire à votre discours réconciliateur, pacificateur? Jamais. Parce que ces gens-là, il y a un monsieur dans le groupe, apparemment qui me connaissait, qui a dit, excusez le monsieur. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Je dis non, elle sait ce qu'elle dit. C'est ce qu'on lui a dit de dire. Est-ce qu'on lui a effectivement... Parce qu'elle, si elle n'avait pas été formée, on n'a pas donné tel discours, cette femme-là ne peut pas savoir que les Kabyles sont des Kabyles. Les dérives dans les mouvements sociaux ont toujours existé. Les dérives ont aussi des sources. Existent. Les dérives ont des sources. Ont des sources. Et qui sont ces gens? L'homme politique qui lui a dit. J'ai dit... C'est pas l'homme politique. Chers collègues, moi, le problème de l'Afrique... Je l'ai toujours dit, le problème de l'Afrique, ce sont les intellectuels, c'est nous. Parce que c'est nous. Oui, c'est ce que je dis. Je dis ceci. Vous ne dites pas la vérité. L'intellectuel, il ment. Vous avez touché du doigt la question. Il manipule. C'est l'élite. Parce que nous qui devons conseiller, c'est nous qui conseillons mal. Malheureusement, ce ne sont le pas problème les de l'Afrique qui sont et le problème dans du Togo, c'est d'abord les intellectuels. Eh bien, je suis tout à fait le jour où on trouvera la solution, d'accord avec vous. Regardez ce que c'est. Je ne sais pas combien parmi ces intellectuels sont engagés politiquement pour participer à l'éducation du peuple. Malheureusement, ils sont carriéristes, ils attendent d'être nommés à tel poste, à tel poste. C'est ça la vraie question. Vous n'allez pas me dire que vous êtes carriériste dans la CDPA? Ah, mais il y en a. Moi, je suis à la CDPA. Combien sont-ils donc ces cadres qui sont à la CDPA? Oui. Combien sont-ils? Dans tous les partis, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, je peux vous le citer, les collègues qui sont dans la CDPA. Oui, alors docteur, on a parlé d'un problème d'organisation de l'opposition. Moi, je voudrais comprendre davantage. Qu'est-ce que vous appelez organisation? Est-ce que l'opposition, en fait, ce n'est pas une unité... Non. Moi, je pourrais peut-être dire, quand je parle d'organisation, il y a longtemps, d'abord, l'histoire récente, on dit la C14. Qu'est-ce qu'elle représente, la C14? C'est un ramassis donc d'individus qui veulent le pouvoir, chacun pour soi. Mais pourquoi les regroupements là n'ont jamais marché? Ça ne peut pas marcher. De l'opposition. Ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Moi, ça peut pas marcher quelque chose parce que l'opposition est plurielle. Il faut commencer par là. Personnellement, c'est qui l'opposition? Elle est plurielle. Qui pouvaient se mettre ensemble. Non, l'opposition est plurielle. Non. Ouais. Je crois que à un moment donné, nous avions connu CAP 2015. Et avant? C'est plusieurs. Non, je veux partir de juste cet exemple. Il y a eu plusieurs partis qui sont mis ensemble. S'ils ont pu s'entendre jusqu'à un certain moment, c'était le moment donc de se regrouper, faire un congrès et d'aller vers un grand parti. Nous avons besoin donc de grands partis qui aient des moyens, qui se donnent des moyens. Parce que tout ce que nous disons comme parti d'opposition, combien sont réellement militants, combien cotisent pour leur parti, combien donnent les moyens au parti pour faire cette formation de base. Patrice Talon n'a pas eu besoin de ça pour assurer la tenance au Bénin? Non, Patrice Talon a les moyens de l'État qu'il a pu accumuler. Mais il n'avait pas eu besoin d'un grand parti. Il a eu des moyens. Il a assuré les citoyens. Il a eu des moyens pour faire ce qu'il a à faire. Mais qui, au Togo, nos conditions, nos systèmes, qui a donc ces moyens-là? Peut-être qu'ils l'ont, mais ils n'ont pas la fibre patriotique qu'il faut pour mettre au service. Et quand on met ces moyens au service, si on s'attend à les récupérer, évidemment, on n'est pas patriote. Et tout ce que l'opposition collecte de la diaspora, elle fait quoi avec? La réponse à ma question. Pourquoi les coalitions collectent de la diaspora? Toujours une à une comme toutes les cartes qui se vendent dans la diaspora. Nous manquons de patriotes prêts à se sacrifier pour l'intérêt général. Tout le monde... À quel niveau? À la base ou au sommet des... C'est au sommet. Des regroupements politiques. Il parle donc des élites. Et justement, les élites, d'abord, ils ne s'engagent pas. Ça, c'est un problème. Les élites intellectuelles, parce qu'il y a les élites politiques, il y a les élites bourgeoises, etc. Je ne veux pas des élites intellectuelles. Code 2, code 1... Qu'est-ce qui fait les regroupements politiques? On n'est pas sincère. Ce qui fait les regroupements politiques, ce sont donc les leaders des partis. Oui. Donc, mais qu'est-ce que nous appelons en Afrique parti? C'est peut-être 2 personnes, 3 personnes. Non, c'est des seigneuries, moi je les appelle. Qui réunissent donc. C'est tout à fait normal, c'est des seigneuries et on fait donc la volonté du Seigneur. De leur village, etc. Et finalement, le parti, c'est comme leur chose. Donc, nous n'avons pas de parti. Un parti doit avoir une base idéologique. Un parti doit regrouper des gens, les éduquer
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais malheureusement, nous n'avons pas de parti. Donc quand on dit Ça veut dire quoi? l'opposition, Nous avons des gens qui réclament la démocratie sans la pratiquer, c'est ce que vous dites? évidemment, parce qu'à l'intérieur de tous ces partis, il n'y a pas réellement une démocratie. Ah, mais voilà. Donc il n'y a pas une idéologie qui sourde les gens tout autour. Et le combat individuel, la volonté donc de réussir, de chaque individu. quelques élites. Donc c'est ça qui mine notre lutte. Donc, et malheureusement, l'élite intellectuelle que nous constituons, nous ne jouons pas notre rôle. Parce que, généralement, parce qu'on attend les postes, on reste à l'écart. Combien d'intellectuels sont dans les partis capables d'écrire une idéologie, d'insuffler donc une idéologie de base pour la conquête du pouvoir? Est-ce qu'ils sont écoutés? Ils seront écoutés s'ils sont ensemble, mais ils s'engagent très peu. Oui, et je nous connais. Oui. Docteur Folly, pour conclure cette première partie. Bon, j'ai l'impression que vous avez trop de choses à dire. Non, pas trop. Peut-être un complément. Et l'opposition togolaise est désorganisée. Je crois que s'il y avait un autre mot, on l'emploierait. Désorganisation même, c'est peu. Et je ne sais pas où commencer ni où finir. Et peut-être qu'il faut rééduquer les leaders politiques eux-mêmes. J'ai l'impression que les gens ils sont à Lomé, ils veulent aller en Europe, à la nage. Donc, quels que soient les moyens que vous mettez dedans, comme disait Macron, vous jetez de l'argent dans un puits. Vous ne pouvez pas rejoindre l'Europe à la nage. Vous mourrez. Il faut prendre un avion. Et il faut chercher les moyens d'un avion, d'un vol. D'accord. C'est ça le problème. Vous allez nous expliquer votre citation dans un instant. Mais là, on marque une pause pour une nouvelle édition du journal. À tout de suite.